Donc je donne tout de suite la parole à Gérard Chaliand, que vous connaissez tous, qui va, le géopoliticien de terrain, baroudeur et géopoliticien, qui va tout de suite vous dire quelques mots. Moi-même, je reprendrai la parole très rapidement, une dizaine de minutes, et après on se retrouvera, si vous le voulez, derrière un verre. Voilà. Gérard. Bien, j'ai un quart d'heure, 20 minutes. J'ai deux mots à dire pour dire tout le bien que je pense de Conflit. Je suis tombé sur le premier numéro par hasard dans un kiosque. Je l'ai acheté parce que le mot de conflit éveille quelque chose chez moi. Et j'ai vu qu'il s'agissait d'un numéro sérieux où l'idéologie ne l'emporte pas sur l'analyse, ce qui est rare lorsqu'on parle de M. Poutine. Je viens encore de me rendre compte aujourd'hui, où les gens trouvent qu'au Moyen-Orient, il est de trop parce que c'est un monsieur qui ne se tient pas bien, etc. Alors qu'il se trouve que nous avons avec les islamistes le même adversaire. Ceci me mène à complimenter Pascal Gauchon pour l'excellent travail qu'il a fait avec l'équipe ou les équipes qui l'accompagnent. J'ai été très sensible au numéro sur le Japon, que j'ai trouvé très intéressant. Après tout, s'imaginer qu'un pays qui a réussi le Meiji en 1868, alors qu'on était en plein péril blanc, c'est une erreur. Je veux dire, un pays de ce type est toujours capable d'un sursaut. J'ai beaucoup aimé également un numéro à risque, celui sur l'Iran, qui était injustement mal vu. C'est un pays considérable. Je ne parle pas du régime des mollahs, mais je parle de la société proprement dite iranienne, qui est une société avec des avancées remarquables, avec une classe moyenne considérable, avec des élites de tout premier ordre, et une place de la femme qui est loin d'être celle qu'on imagine, en tout cas, du moins dans nos médias. Donc, Pascal Gauchon m'a demandé de faire un bref exposé de la situation au Proche-Orient, à l'heure de Poutine d'ailleurs, et je vais essayer de résumer un peu la situation en Syrie et en Irak. Tout le monde sait que ça commence en Syrie avec les conséquences de ce qu'on a appelé journalistiquement le printemps arabe, et que le démarrage, à partir de la frontière jordanienne, le démarrage, c'est une protestation de type que nous pourrions qualifier de démocratique et en tout cas de pacifique. La réponse de M. Bachar el-Assad, conseillé par divers membres de sa famille, c'est « si tu cèdes là-dessus, on ne sait plus où on va, donc il faut montrer de la fermeté comme ton père ». Et effectivement, conseillé, on lui suggère de faire en sorte que, bien rapidement, cette espèce d'espérance vers quelque chose de démocratique passe au second plan et que, dans la pratique, se renforce, en partie grâce à lui, l'ensemble des mouvements islamistes qui veulent une modification. Ce n'est pas le seul pays où c'est arrivé. L'islamisme est un phénomène qui s'est manifesté au moins, pour ne pas remonter à la création des Frères musulmans en 1928, et qui était d'ailleurs un mouvement anticolonialiste, il faut le rappeler. Et ce mouvement se manifeste surtout souterrainement à l'intérieur de l'Égypte nassérienne, aussi en Syrie, et puis il est relayé puissamment par un rival, les Saoudiens, nos alliés, les alliés des Américains, qui, à partir de 1973-74, avec le quadruplement des prix du pétrole, vont avoir véritablement les moyens d'influer sur la politique mondiale à travers une série de médressas qui vont de Zinder, au Niger, aux îles du sud des Philippines. Et ils ne vont pas cesser de faire de la propagande, une sorte de réislamisation militante et radicale qui porte des fruits que nous voyons, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ce terreau. Ça n'empêche pas que les frères musulmans ont travaillé de leur côté aussi. On l'a vu lors des élections d'il y a 2 ans en Égypte. On avait le sentiment que c'était les démocrates qui l'emportaient, parce que c'est eux qui faisaient du bruit en ville. Mais on s'est aperçu que le travail de sape, à la marxiste-léniniste ou à la lénino-maoïste, si vous préférez, opéré par les islamistes depuis 2 générations, sinon 3, avait porté des fruits. Malheureusement, ils se sont révélés au pouvoir
moins opérationnels qu'ils se révélaient dans la clandestinité. En Syrie, donc, radicalisation des deux côtés, c'est-à-dire qu'on voit s'ériger le Jaish, d'abord le Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire l'émanation d'Al-Qaïda. Par la suite, ce mouvement va être renforcé par d'autres mouvements qui aujourd'hui sont plus ou moins dans une nébuleuse qui s'appelle l'armée de la victoire, Jaish al-Fatah. Ces mouvements aujourd'hui sont aidés par le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie dans une alliance circonstancielle très particulière. Ils sont forts dans le nord-ouest, c'est-à-dire la région de Idlib, non loin de Alep. Et puis, il va y avoir conséquence de 2003, parce qu'il ne faut pas oublier dans toute cette affaire la responsabilité des néoconservateurs qui se sont lancés dans un remodelage supposé du Grand Moyen-Orient qui s'est terminé par un fiasco exceptionnel, remarquable, et qui font qu'aujourd'hui, le Daesh, c'est quand même l'enfant de cela. Rappelle d'ailleurs que le Daesh est un mouvement, essentiellement son noyau directeur, son noyau dirigeant, ses cadres effectifs, ce sont des Irakiens. Ce sont des Irakiens qui se sont transplantés à partir de 2012 et plus particulièrement de 2013 en Syrie, parce que le chaos syrien était extrêmement profitable pour s'organiser et la frontière turque totalement ouverte pour recevoir de l'aide et des volontaires du djihad. Tout ceci s'est organisé. D'une façon générale, l'Occident a beaucoup parlé et assez peu fait. Les Américains formaient une armée syrienne libre dont les débris ont été 2 fois dissous et maintenant on recommence avec quelques milliers encore à la frontière de la Jordanie. Bon, à quel point ils seront opérationnels, on peut émettre des doutes. En définitive, ce qui compte dans une organisation combattante, c'est la volonté de combattre. Et il faut reconnaître que cette volonté de combattre, elle se trouve du côté des islamistes. Ou bien des Kurdes d'Iran. Excusez-moi, des Kurdes de Syrie. Bon, quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui? Je dirais que la situation en Irak est celle que vous connaissez, c'est-à-dire succès de la pénétration en juin dernier des forces de ce qui s'appelait l'État islamique de l'Irak et par la suite ajouté du Levant, qui s'est transformé en califat à la faveur de la victoire extrêmement facile remportée sur une armée qui n'avait aucune envie de se battre. Encore une armée formée par les Américains et certainement très bien formée, comme avait été très bien formée l'armée sud-vietnamienne en son temps, mais avec bon équipement et tout, mais qui n'avait pas la chose essentielle dans une armée, la volonté de combattre. Donc ils se sont effondrés. Ça a créé un événement considérable, un appel d'air fantastique. La victoire paraissait pour les islamistes au bout du fusil. Et puis c'est le moment où, pénétrant à l'intérieur de la zone kurde d'Irak, avec succès d'ailleurs, parce qu'il se trouve que les Kurdes d'Irak, c'était, après 10 ans de relative sécurité et une demi-douzaine d'années de relative prospérité, ils s'étaient ramollis. C'est un phénomène que Shakespeare, en son temps, avait résumé en un seul vers en disant « Plenty and peace breeds cowards », c'est-à-dire la prospérité et la paix nourrit les lâches. Et à ce moment-là, les Américains sont intervenus avec la rapidité dont ils sont capables et ça a stoppé l'offensive. Il eût été possible dans d'autres circonstances, s'il n'y avait pas eu le fantastique passif de l'échec en Irak, de l'échec, parce que c'est un échec, en Afghanistan. L'Afghanistan a été en fin de compte la victime collatérale de la guerre d'Irak, de l'échec encore pire peut-être de la Libye à Troyes, entre les Français dirigés par M. Sarkozy, les Anglais de M. Cameron et coiffés par M. Barack Obama qui l'a payé par la mort de son ambassadeur. Et nous, Français, nous payons parce que c'est nous qui ramassons les pots cassés sur le Sahel.
Donc, si on n'avait pas eu ce passif-là, qui a produit, au fond, une paralysie psychologique, nos médias l'ont largement relayé, cette paralysie psychologique, nos opinions publiques sont devenues de plus en plus frileuses, c'est un fait. Et il aurait été possible, lorsque celui qu'on appelle le Daesh, pour ne pas l'appeler l'État islamique, lorsqu'il a cessé d'être un mouvement terroriste, a cessé d'être un mouvement de guérilla, mais s'est mué en force à caractère classique, recherchant la bataille et le choc, il aurait été possible, dans d'autres circonstances, de faire une attaque au sol rapide et d'en nettoyer un paquet important. Bon, on n'avait plus les moyens psychologiques de le faire, sans compter ni l'appui du Congrès, ni l'appui des opinions publiques, ni l'appui des médias. Donc, ce qui s'est passé en Irak, c'est que la zone dite sunnite, qui représente 20% de la population, est contrôlée par l'État islamique. Alors, comment est-ce qu'elle est contrôlée? Est-ce que c'est persuasion? Est-ce que c'est persuasion-coercition? En général, dans ce genre de mouvement à caractère totalitaire, c'est toujours un mélange de persuasion-coercition. On a déjà vu ça avec le marxisme-léninisme ailleurs, comme avec d'autres mouvements à caractère totalitaire. Jusqu'à quel point ça satisfait la population, ça c'est un point d'interrogation, ça dépend sur qui vous tombez. Je suis tombé l'autre jour sur une dame dont toute la famille habite Mossoul et qui me dit on en a assez, évidemment, elle appartient à la bourgeoisie, on en a assez, ils veulent nous apprendre à être musulmans alors qu'on l'est depuis le XIVe siècle, et ensuite ils règnent en maîtres, il n'y a que les gosses entre l'âge de 11 et de 18 ans qui les admirent parce que rouler des mécaniques avec une Kalachnikov c'est quand même excitant, voilà. Bon, ça, il faudrait mener une enquête sérieuse sur place, ce qui n'est pas facile. En ce qui concerne leur succès militaire, les succès militaires, en un an, c'est une avancée sur Palmyre, où il n'y a personne, et c'est une avancée sur Ramadi, qui était une ville totalement sunnite, qui déjà était très rétive à l'époque de l'intervention américaine. Donc on peut dire qu'ils ont fait le plein. Ils n'iront pas plus loin, ils ne prendront pas Bagdad, ils ne vont pas déstabiliser les Kurdes d'Irak parce que ceux-ci sont protégés par l'aviation américaine et qu'en même temps, entre-temps, ils ont reçu des armes, ils ont reçu des instructeurs. Bref, ils savent que jamais ils n'auront une solution, en tout cas en ce qui les concerne, plus conforme à leurs vœux, c'est-à-dire qu'ils dominent l'ensemble du territoire dont ils rêvaient comme étant le Kurdistan historique, disent-ils, avec Kirkouk comme capitale. Enfin, possible. Donc la partie essentielle pour ce qu'on appelle l'État islamique se joue, comme pour les autres, en Syrie. C'est en Syrie que les choses se passent. En Irak, il ne se passera pas grand-chose. En Syrie, quelle est la situation? En 4 ans, c'est un fait, le régime de Bachar el-Assad s'est affaibli parce que c'est un régime de minoritaires et qui, 4 années de guerre continues avec 220 000 hommes sur lesquels il y avait en définitive 3 divisions véritablement opérationnelles, c'est-à-dire, en mettant les choses au mieux, 75 000 hommes, et peut-être moins que ça, puisque 3 divisions, ça fait 3 fois 15. Enfin, en ajoutant d'autres qui participaient et qui n'ont pas été déserteurs ou qui ne sont pas morts, aujourd'hui, ils peuvent peut-être avoir 100 000 hommes, peut-être un peu moins, sur les 220 000 du départ. En ce qui concerne les autres, c'est l'inverse. Ils n'ont pas cessé d'emmagasiner des recrues. Et on a une situation aujourd'hui qui est très simple, malgré son apparente complexité. D'une part, il y a l'aide de l'Iran, il y a l'aide de la Russie, qui n'est pas nouvelle, simplement elle est devenue plus localisée, plus insistante. Il y a l'aide du Hezbollah, 35% de la population du Liban, remarquablement organisée. Ils l'ont prouvé en 2006, au moment où les Israéliens pensaient les nettoyer avec aisance. Et puis, on a le régime de Bagdad qui, bon, bien sûr, est favorable, mais plutôt impotent. De l'autre côté, on a les ténors du sunnisme. D'une part, l'Arabie saoudite, qui, toute wahhabiste qu'elle est, passe pour le ténor du sunnisme, qui a joué un rôle extrêmement important
à partir de 1979, parce que pour eux c'était irrecevable en 1979 de voir une révolution khomeïniste, c'est-à-dire persane et chiite, se prétendant comme la première théocratie réussie du monde musulman. Alors depuis, cette partie de bras de fer n'a pas cessé et se livre aujourd'hui le dernier acte, à mon avis, parce que l'un des deux, à moins qu'ils s'épuisent tous les deux, l'un des deux devrait l'emporter. On verra lequel. Les chances, évidemment, sont du côté sunnite, et c'est pourquoi je pense que les États-Unis ont ramené les chiites dans le jeu, c'est-à-dire l'Iran, de façon à pouvoir avoir une capacité d'exercer un minimum de contrôle relatif, et en tout cas d'avoir les deux parties, et non pas juste seulement l'allié très particulier qui est devenu l'Arabie saoudite, qui finalement a son propre agenda. La Turquie, elle, joue sa propre partition avec un dirigeant mégalomane, indiscutablement, un chef d'État de première qualité, qui sait diriger et qui n'a pas avalé de ne pas être réélu avec 50% pour pouvoir changer de constitution et devenir le maître incontesté du pays. Alors maintenant, il va recourir à des élections en principe le 1er novembre. Et comment compte-t-il les gagner? Il compte les gagner en poussant le parti armé kurde qui s'appelle le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, en les poussant à la lutte armée. C'est-à-dire que les 2-3 années de discussion pour déboucher sur une solution politique, c'est fini. On a, je dis on parce qu'on ne sait pas finalement qui a tué. On a tué 32 jeunes Kurdes plus ou moins affiliés au PKK, ce qui fait que le PKK tout de suite a réagi. Et ça a permis à M. Erdogan de dire, vous voyez, ce sont des ennemis, ils nous ont tué des soldats, ils nous ont tué des policiers. Et à partir de là, il a enclenché une sévère répression des Kurdes et du Kurdistan d'une façon générale, y compris le mouvement démocratique qui s'appelle HDP, un mouvement qui réunissait des Kurdes, mais aussi des non-Kurdes, y compris des minorités aussi improbables que les homosexuels, ce qui est quand même pas facile dans un pays comme la Turquie, et qui voulaient une option démocratique. 13% ils ont fait, 80 représentants à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Eh bien, ça aussi s'est démantelé. Plusieurs de leurs officines ont été détruites. Leur chef va être inculpé de corruption. Et on ne peut même pas être certain que M. Erdogan, pour être sûr de l'emporter, ne va pas décréter qu'on ne peut pas mener une consultation électorale dans une zone qui va être placée probablement sous contrôle militaire, parce que les assassinats sont de part et d'autre quotidiens. Donc, moi, mon pari, c'est qu'il risque de l'emporter. D'autres spécialistes pensent qu'au contraire, il en fait trop et que peut-être les hommes d'affaires, par exemple, pensent que Erdogan empêche les affaires et les investissements bancaires de se faire, car en effet, il y a 30% de chute de la livre turque. Il y a également des difficultés sérieuses du point de vue du développement qui était de 7-8% et qui est descendu à 2,5, 2,7%. Donc tout cela reste dans l'incertain. En novembre, nous en saurons davantage. Arrive maintenant l'option Poutine, c'est-à-dire que, de façon à passer la main sur ce qui s'est passé en Ukraine, où il est perdant. Je rappelle que M. Poutine est perdant en Ukraine. Il a juste récupéré, comme l'aurait fait n'importe quel chef d'État digne de ce nom, la Crimée, qui est russe, et qui avait été donnée en 1954 par un Ukrainien appelé Khrouchtchev à l'Ukraine, à une période où l'Union soviétique paraissait indestructible. Et il a perdu parce que jamais plus l'Ukraine ne fera partie de l'Union économique euro-asiatique. Et il a perdu non seulement un territoire, ce qui serait pas très grave pour un pays qui fait 17 millions de kilomètres carrés, il a perdu 40 à 45 millions de gens qui sont des russophones et des slaves. Et ça, c'est grave parce qu'ils se retrouvent en définitive avec une population nettement
basse avec 140 millions, 142 peut-être, et puis une population musulmane qui devient de plus en plus importante du point de vue numérique. Donc à terme, ceci va poser problème également. D'ailleurs, la dimension démographique, je ne veux pas insister là-dessus, mais enfin, elle est fondamentale et elle n'est jamais rappelée, parce que, je ne sais pas, à force de voir des films américains, on s'imagine que le monde est blanc, avec de temps en temps un Africain dedans. Or, le monde, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé, et il y a ceux qui font beaucoup d'enfants et ceux qui n'en font pas. Et tout ça, dans la nébuleuse, justement, islamique, ça compte beaucoup. Et les gens du Daesh, pas plus que les autres, ne vont gagner au sens réel du terme, c'est-à-dire ils ne vont pas créer un État qui va se révéler être un État puissant, non, mais ils vont être d'admirables perturbateurs. Ils ont, grâce à la théâtralisation de l'horreur, réussi à absolument s'imposer au sein des médias, au point que nos médias ont réussi à déstabiliser une partie des esprits des gens qui vivent en Europe. Donc, l'impact, c'est-à-dire la lame de fond, ce n'est pas leur puissance militaire. Leur puissance militaire, elle est proche de très peu, c'est nul. Hein. Mais on ne bombarde pas une idéologie. Cette idéologie fonctionne. Et demain, on va la voir peut-être au Caucase Nord, peut-être on va la voir en Asie centrale, mais à mon avis, on va la voir surtout dans les 10 ans qui viennent, parce que tout ça, c'est un truc de longue haleine. On va la voir de plus en plus en Afrique subsaharienne, parce que sous nos yeux, l'Afrique double. On nous raconte des histoires sur le fait qu'il se développe, d'accord? On nous dit, bon, 5%, d'accord? Et si vous faites 3,5 à presque 4% de développement démographique, votre 5%, ils descendent à 1 ou à 1,5. Est-ce qu'il y aura du travail? Réponse non. Est-ce qu'il y aura des écoles? Réponse non. Et il y a des musulmans nombreux en Afrique de l'Ouest, il y en a en Afrique orientale, il y a du travail qui a été fait par les Güleni. M. Gülen est un Turc qui a bien travaillé en Afrique orientale. Il était très ami avec Erdogan naguère. Maintenant, ils sont comment dirais-je, fâchés. Ça n'empêche pas le travail d'avoir été fait. Les Saoudiens ont travaillé beaucoup. Ça s'est passé au Niger, à Zinder. Pas étonnant, c'est eux qui ont construit la mosquée il y a de ça maintenant 30 ans. C'est-à-dire cette génération est née dans les médressas et les mosquées qui ont été suscitées par des prêcheurs de chez eux. Eh bien, tout ça, ça va s'embraser autour de l'islamisme qui paraîtra une solution, comme d'autres solutions sont apparues naguère, comme pouvant résoudre les problèmes qui se posent. En fait, bon, la crise créée par le choc des civilisations qui s'est opéré au XIXe siècle et qui a été porté par l'irruption brutale de l'Europe en Asie comme en Afrique, eh bien, ce choc... Les Chinois y ont répondu, les Indiens viennent d'y répondre, les Japonais y avaient déjà répondu. On attend encore la réponse de la zone, disons en tout cas arabe. Les Turcs encore, ils ont travaillé. Mais dans la zone arabe, bon, on a tenté le nationalisme, ça n'a pas très bien marché. On a tenté le socialisme arabe, ça n'a pas très bien marché. Maintenant, on va tenter l'islamisme qui, lui, en fin de compte, est un vain retour à un âge d'or supposé, celui des premiers siècles de l'islam. Ce n'est pas comme ça qu'on résout la chose importante qui est le développement économique. Merci beaucoup.